Bonjour, je suis la professeure Abiba Toussal. Je suis médecin biologiste et chef de service des laboratoires de biologie et de la banque de sang de l'hôpital d'Al-Jam de Dakar au Sénégal. Donc, nous allons continuer ces enseignements sur le contrôle des processus. On a déjà vu en introduction à ces enseignements qu'il y avait deux types de contrôle qualité. Il y avait le contrôle qualité pour les analyses qui étaient quantitatives, contrôle qualité pour les analyses qui étaient qualitatives et semi-quantitatives. Alors, les objectifs d'apprentissage, c'est de pouvoir différencier ce qu'on appelle la justesse et l'exactitude, la justesse et la précision. Donc, justesse, exactitude et précision, il faut bien savoir quelle est la différence entre ces terminologies. Sélectionner le matériel de contrôle pour le laboratoire. Il faudra également savoir établir des limites acceptables de contrôle pour une méthode lorsque seulement un niveau de matériel de contrôle est disponible. Donc, il faut établir des limites acceptables pour chaque type de méthode. Expliquer l'utilisation des diagrammes de Levy-Jennings et décrire comment on peut corriger les problèmes qui apparaissent en dehors de tout contrôle. Alors ça, c'est une vision générale, encore une fois, du système de gestion de la qualité avec les différents éléments, le personnel, l'équipement, l'organisation, les bâtiments, et puis l'approvisionnement des stocks, le contrôle des processus, comment gérer les informations, comment gérer les registres et toute la documentation, mais évaluer tout ce qu'on a mis en place, que ce soit le personnel, que ce soit les processus, etc., et comment également gérer les problèmes, c'est-à-dire la mise en place de tout ce qui est action corrective lorsque le problème est déjà là, et le service client, c'est-à-dire regarder derrière, est-ce qu'il y a une satisfaction des clients, parce que ça, je pense que c'est l'objectif premier quand on entre dans la gestion de la qualité, c'est-à-dire viser la satisfaction des clients. Et pour tout ceci, il faut améliorer. Donc, je rappelle une fois les règles du PDCA, Plain Do, Act également, et améliorer. Donc, les tests quantitatifs qui font l'objet de cet enseignement aujourd'hui permettent de mesurer la quantité d'une substance particulière dans un échantillon. Alors, cet échantillon peut être un échantillon de sang, ça peut être un échantillon d'urine, ça peut être également des liquides pathologiques tels que le LCR, le liquide céphalorachidien, ou bien des liquides d'acide, des liquides pleurales, ou bien toute autre collection au niveau de l'organisme. Donc, ces tests permettent d'obtenir la quantité précise d'une substance particulière dans un échantillon. Alors, le contrôle qualité pour les tests quantitatifs est conçu pour s'assurer que les résultats sont exacts et fiables. Donc, ce sont deux termes qui vont revenir tout au long de cet enseignement, et ce sont deux termes importants dans la gestion des contrôles qualité quantitatifs au laboratoire. Alors, quelles sont les étapes de mise en œuvre? Justement, il faudra créer des lignes de conduite et des procédures. Donc, avant tout, il faut rédiger les procédures, il faut valider ces procédures-là, et il faut également s'assurer qu'en cas de problème, quelle est la conduite à tenir en cas de problème. Il faudra également attribuer les responsabilités et former le personnel. Former le personnel, mais également habiliter le personnel en fonction des tests que vous utilisez. Il faut sélectionner le bon matériel de contrôle, bien évidemment. Par exemple, si on contrôle quelque chose qui est dans le sang ou bien le plasma, il faut s'assurer que le contrôle également soit du plasma, ou bien si c'est des urines, le contrôle doit être des urines également, etc. Donc, il faut sélectionner le bon matériel de contrôle. On ne peut pas vouloir aujourd'hui contrôler un élément qui est dans le plasma et aller avoir comme matériel de contrôle des urines, par exemple. Donc, il faut sélectionner le bon matériel de contrôle.
il faut établir des intervalles et les limites des contrôles. Et pour cela, il va falloir s'aider d'un graphique qu'on appelle le diagramme de Lévi-Jennings. Donc, développer des graphiques pour relever les valeurs de contrôle que vous avez tous les jours et vous allez représenter ça dans ce graphique de Lévi-Jennings que nous allons voir plus tard. Il faudra également contrôler les valeurs du contrôle. Oui, bien sûr, parce que lorsque vous avez ces valeurs et que vous les apposez sur les diagrammes, il faut savoir comment est-ce qu'il faut interpréter justement les valeurs que vous avez, comment il faut les contrôler, quelles sont les attitudes à avoir si il y a des contrôles qui sortent justement de ce diagramme-là. Et il faut enregistrer toutes les actions entreprises. Nous l'avons dit dans l'assurance qualité, il faut écrire ce que l'on doit faire et faire ce que l'on a écrit. Donc, les enregistrements également sont très importants. Donc, c'est en quelques lignes, donc les étapes de la mise en œuvre de ce contrôle qualité-là. Alors, qu'est-ce qu'un contrôle? On revient sur cette définition qui est très importante. C'est un matériel qui contient la substance à analyser. Donc, ces contrôles sont testés en même temps que les échantillons du patient pour être sûr que les valeurs que nous allons obtenir sont de bonnes valeurs. Donc, ces contrôles sont utilisés en même temps ou bien testés en même temps que les échantillons des patients. Le contrôle est également utilisé pour valider la fiabilité du système d'analyse. Donc, la fiabilité du système d'analyse et que ce contrôle est passé après la calibration de l'instrument. On va revenir sur les termes calibrateur et contrôle parce que ce n'est pas les mêmes choses. Donc, normalement, un contrôle, il est passé après avoir calibré l'instrument. Le contrôle est passé également périodiquement pendant l'analyse. Alors ça dépend des analyses. Je peux donner un exemple. Par exemple, vous dites qu'avant de démarrer, donc obligatoirement avant de démarrer, il faut passer les contrôles et valider le contrôle. Après, si vous avez une cadence qui est très, très importante, si vous passez, par exemple, si je prends l'exemple de la numération formule sanguine, il faudra établir au bout de combien de passages vous allez refaire un contrôle pour voir si tout va bien. Et ça dépend du laboratoire, ça dépend de la direction du laboratoire, mais ça dépend également des exigences réglementaires en vigueur. Par exemple, on peut se dire qu'au bout de 200 passages, il faut impérativement refaire un contrôle. Ou alors, après l'ensemble de la série, on refait un contrôle avant d'éteindre l'appareil. Mais en tout état de cause, il est préférable de passer le contrôle avant l'analyse et après un certain nombre d'analyses qui sont déjà passées, surtout lorsque le nombre est très important. Alors, calibrateur ou contrôle, donc il faut bien faire la différence entre ces deux termes. Et en laboratoire de biologie médicale, il ne faut surtout pas confondre quel est le rôle du calibrateur et quel est le rôle du contrôle. Alors, un calibrateur, déjà, on ne le passe pas, on n'a pas besoin de le passer tous les jours. Donc, c'est une substance avec une concentration spécifique connue qui va être utilisée pour déterminer les points de mesure sur une échelle. Par exemple, on sait que, par exemple, pour tel calibrateur, on va avoir telle valeur. Donc, ça permet de calibrer des points de mesure sur une échelle bien déterminée. Alors que le contrôle, c'est plutôt une substance qui est similaire aux échantillons du patient que vous avez passé. Donc, l'échantillon peut être du sang, du plasma, des urines, etc., à une concentration qui est établie et qui va être utilisée pour s'assurer que la procédure fonctionne correctement. Autant le calibrateur, c'est pour déterminer des points de mesure, autant le contrôle, c'est pour s'assurer que ce que vous faites, c'est correct. Que ce soit le système, quand on parle du système ou bien de la procédure qui fonctionne, ça englobe aussi bien l'opérateur,
les conditions de l'environnement, mais également l'appareil sur lequel vous passez le contrôle. Alors, les caractéristiques des contrôles, c'est être approprié pour le test ciblé. Donc, j'en parlais tantôt. Donc, s'il s'agit du sang ou bien du plasma ou bien du sérum, il faut utiliser un contrôle qui est approprié pour ce qu'on est en train de tester. Les valeurs de ce contrôle doivent être proches des niveaux pour lesquels une décision médicale doit être prise, parce qu'après la finalité justement des analyses, c'est de pouvoir l'utiliser en clinique, on va dire. Alors, le contrôle doit également être similaire aux échantillons de patients, donc similaire aux échantillons. Si on fait passer du plasma, le contrôle sera du plasma. Si ce sont des urines, ce sera des urines, etc., etc. Et il est préférable que ce soit disponible en grande quantité, donc idéalement sur une période qui est plus ou moins grande. Donc là, ça dépend vraiment des contrôles que vous utilisez parce que il n'est pas aisé qu'en milieu de manipulation, que vous vous rendez compte qu'il n'y ait pas suffisamment de contrôle pour justement contrôler ce que vous êtes en train de faire. Donc souvent, les contrôles peuvent être stockés dans de petits alicots pour justement éviter ces désagréments. Donc, il faut s'assurer qu'il y en a suffisamment et quand le stock, faire justement une bonne gestion du stock, aussi bien pour les réactifs en réalité que pour les contrôles également. Parce que quand il n'y en a pas, on ne peut pas être sûr de la justesse et de la précision des résultats que nous sommes en train de rendre. Alors, les types de contrôles peuvent être des contrôles qui sont congelés, donc, ou alors lyophilisés. Lyophilisés, très souvent même c'est lyophilisé, ou alors conservés chimiquement. Et cela requiert une reconstitution exacte si cette étape est nécessaire. Je donne un exemple, les contrôles en hémostase, donc pour les valeurs des TQ, TCA, etc., sont souvent des contrôles qui sont lyophilisés. Et il faut une reconstitution avec de l'eau ultra pure ou bien de l'eau distillée, et il faut vraiment être exact dans la manière de reconstituer. Il faut également être conforme avec les recommandations du fabricant. Par exemple, en hémostase, si vous prenez un contrôle lyophilisé, vous mettez le diluant et que vous homogénéisez très, très, très rapidement, ça peut après donner des contrôles qui ne sont pas interprétables parce que le fabricant demande après reconstitution de laisser comme ça, que ça se délite lentement pendant 30 minutes avant d'homogénéiser et de pouvoir passer le contrôle. Donc, en tout état de cause, il est préférable de respecter en reconstituant le contrôle les recommandations du fabricant. Donc, cette étape très importante que vous voyez ici avec ce monsieur, il est en train de pipeter, mais de façon très précise. Donc, attention également aux erreurs de pipetage. Donc, si on vous demande de reconstituer avec 2 millilitres, vous reconstituez par exemple avec 2 millilitres 500 ou bien 3 millilitres, ça peut entraîner des erreurs dans l'interprétation des valeurs justement du contrôle. Donc, étape très importante dans la reconstitution de ce contrôle. Les contrôles proviennent soit du commerce, donc c'est commercialement préparé, ou alors ce sont des contrôles maison, c'est-à-dire faits sur place à partir de patients que l'on connaît avec des valeurs que l'on maîtrise, ou alors ils sont obtenus auprès d'un laboratoire. En général, c'est un laboratoire central ou un laboratoire de référence qui peut fabriquer justement ces contrôles et les autres laboratoires peuvent l'utiliser ou bien peuvent se fournir à partir de ce laboratoire central. Donc, 3 types d'origine à partir d'un labo central
ou alors c'est le fabricant lui-même qui prépare ces contrôles, et souvent ce sont des contrôles qui accompagnent les réactifs, ou alors ce sont des contrôles faits maison à partir d'échantillons de patients connus avec des valeurs connues et des valeurs normales. Les contrôles également peuvent être dosés et dans ce cas-là, la valeur cible est prédéterminée. Il faut vérifier puis utiliser. Il peut s'agir de contrôles non dosés. Donc là, la cible n'est pas du tout prédéterminée. Donc le contrôle total est exigé avant l'utilisation de ces types de contrôles. Ou alors, il peut s'agir de contrôle maison, c'est-à-dire des sérums, donc un panel de sérums de plasma maison mélangés et il faut faire un contrôle total et une validation justement de ces contrôles maison. Donc, ce sont les différents types de contrôles, dosés, non dosés ou bien des contrôles qui sont fabriqués ou bien qui sont faits maison. Alors, pour choisir les contrôles, les valeurs doivent être proches des niveaux pour lesquels une décision médicale doit être prise. Je pense que ça, nous l'avons très bien compris. Le contrôle, encore une fois, la répétition est pédagogique. Hein, le contrôle, encore une fois, est similaire aux échantillons du patient et généralement disponible en valeur normale, pathologique haute ou pathologique basse. Donc, pour plusieurs tests, pas pour tous, mais pour plusieurs tests, on a 3 niveaux de contrôle. On a un contrôle normal, c'est-à-dire les valeurs qui sortent de ce contrôle-là sont des valeurs qui sont dans la limite, dans les limites plutôt de la normalité. Vous avez un autre contrôle qui est anormalement haut, donc c'est des contrôles anormalement hauts et avec des valeurs qui sont très, très, très élevées par rapport aux valeurs normales, ou alors parfaitement des contrôles qui sont des contrôles pathologiquement basses avec des valeurs qui sont basses. Parce qu'en réalité, ce qui devait se faire, c'est ça, ces 3 niveaux de contrôle. C'est ce qui est vraiment optimal, recommandé pour les différents tests. Parce que lorsque vous recevez l'échantillon de patient, vous ne pouvez pas présager où est-ce que ce patient va se retrouver. Est-ce qu'il a des valeurs élevées? Est-ce que ces valeurs sont normales? Est-ce que les valeurs sont également basses? Donc, idéalement, il faut avoir les 3 niveaux de contrôle. Donc, seuil critique haut et bas, et des seuils qui sont tout à fait normaux. Donc, c'est vraiment l'idéal parce que le patient peut se retrouver avec des déficits, avec des augmentations, avec des valeurs qui sont totalement normales. Alors, la préparation et le stockage des contrôles également, c'est quelque chose de très, très, très important parce que si vous ne préparez pas correctement, nous l'avons dit tout à l'heure avec des erreurs de pipettage, cela va déteindre sur les résultats. Si vous ne stockez pas également correctement, vous allez aussi avoir des soucis quant à l'interprétation des valeurs du contrôle. Encore une fois, il faut adhérer aux instructions du fabricant si on ne veut pas avoir des surprises. Il faut garder une quantité adéquate du même lot, du même numéro de lot, parce que souvent maintenant, les automates vont reconnaître de façon, avec les codes à barres, ils vont reconnaître les lots. Si vous avez par exemple un seul lot et que vous avez plusieurs tests au moment de repasser le même contrôle, le contrôle peut être totalement terminé. Donc, il faut avoir une quantité adéquate pour être sûr que vous allez être tranquille quant à votre lot de contrôle pendant un moment. Donc, vous ne pouvez pas recevoir, par exemple, une commande avec une quantité de contrôle avec des lots différents parce qu'après, ça va être très difficile à gérer. Il faut que ce soit également stocké correctement. Donc, le stockage est très important. Regardez ce réfrigérateur. Déjà, c'est un réfrigérateur maison. Donc, il faut éviter d'avoir des réfrigérateurs maison dans les laboratoires parce que les fluctuations de température ne sont pas du tout maîtrisées. Et il y a des contrôles qui sont très sensibles aux fluctuations de température. Donc, avoir un réfrigérateur vraiment aux normes, un réfrigérateur de laboratoire avec la température qui s'installe, avec également les recueils de température externes
pour être sûr que les plages de conservation sont correctes. Après, pour les garder, il faut éviter de mettre les contrôles au niveau des portières parce que si, par exemple, c'est un réfrigérateur, même si c'est un réfrigérateur aux normes, hein, mais si c'est un réfrigérateur que l'on utilise très souvent, le fait d'ouvrir, de refermer, d'ouvrir et de refermer, ça peut entraîner des fluctuations de température qui pourraient, en tout cas, agir sur les résultats qui vont émaner de ce contrôle-là. Donc, le mieux, en tout cas, moi, ce que je recommanderais, c'est de trouver une place, en tout cas à l'intérieur du réfrigérateur, qui ne soit pas près du fond pour éviter que, ça, que ça gèle, mais également qui ne soit pas très près de la porte pour éviter justement ces fluctuations de température. Donc, la manière dont vous stockez le contrôle est également une chose très importante. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit ce stockage-là parce que le fait de mal stocker peut entraîner de faux résultats. Abby, Oui. there's some sort of echo in the background. I'm not sure what that is. Okay, it What? stopped now. It stopped now. All right, continue. Oh, no, there it is. Do you hear it? Yeah. I can continue? What is that noise? Ah, okay. I hear that noise. It's okay. I can go back. Yo, you're fine. Just continue. You're okay. Okay, good. Alors, les étapes de la mise en œuvre du contrôle qualité quantitatif, donc déjà obtenir le matériel de contrôle qui est adéquat. Il faut également tester le contrôle 20 fois au moins, on peut faire plus, mais au moins 20 fois sur 30 jours. Donc, si on se dit que dans le mois, on fait un passage de contrôle, donc au bout du mois, si on enlève les week-ends, on peut avoir ces 20 passages-là. Et il faut calculer également la moyenne, l'écart type. Donc, l'écart type, c'est le standard deviation. Donc, à 1, 2, plus ou moins, en tout cas 1, 2, 3 écarts types. Donc, en fonction, ici, je pense que c'est représenté les 20 passages. Donc, vous pouvez voir souvent les résultats peuvent être autour de la moyenne. Ça peut être à 1 déviation standard au-dessus de la moyenne, 2 déviations standards ou alors en deçà de la moyenne. Alors, lorsqu'on passe des contrôles, il faut mesurer la fluctuation. La fluctuation, c'est un événement qui est normal quand le contrôle est testé de façon répétée. Ce qui veut tout simplement dire que quand vous passez le même contrôle plusieurs fois, vous n'allez pas avoir un résultat, toujours le même résultat. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir 2, demain, on aura 2,3, le surlendemain, on peut avoir 1,9. Donc ça, c'est la fluctuation et c'est tout à fait normal lorsque le contrôle est testé de façon répétée. Et cette fluctuation est affectée soit par l'erreur opératoire, donc la technique opératoire, donc ça c'est l'opérateur, donc celui qui est en train de manipuler, soit les conditions environnementales, par exemple des analyses qui nécessitent un environnement plus ou moins autour de 20 degrés et vous travaillez à 35 degrés par exemple, donc ça peut influencer les résultats du contrôle, ou alors les caractéristiques des performances de l'instrument, c'est-à-dire l'instrument en lui-même, l'instrument sur lequel vous travaillez peut avoir des défaillances techniques, etc. Dans tous les cas, le but, c'est de pouvoir différencier la fluctuation qui est due au hasard de celle qui est due à une erreur et cette erreur, il va falloir la corriger. Alors, quelques éléments de statistiques, parce que lorsqu'on parle de contrôle pour les analyses quantitatives, on est obligé de passer par les statistiques. Donc, d'abord, il y a des paramètres que l'on utilise qui sont soit des paramètres de position, à savoir le mode. Le mode, c'est la valeur qui a le plus grand effectif dans une série. La médiane, c'est la valeur qui permet de partager cette série en deux parties
égales, donc le même nombre d'éléments. Et la moyenne, plus communément utilisée dans le contrôle qualité au laboratoire. Donc, la moyenne, c'est la somme de l'ensemble des valeurs qu'on divise par le total des valeurs. Donc, à côté de ces paramètres de position, nous avons des paramètres de dispersion. Ce sont des méthodes qui sont utilisées au laboratoire qui peuvent montrer des différentes fluctuations ou de dispersion autour de la moyenne. Et certaines vont être plus précises que d'autres. Parmi ces paramètres de dispersion, nous avons la variance, nous avons également l'écart type, donc l'écart type qui est la racine carrée de la variance, et nous avons aussi le coefficient de variation. Et au laboratoire, il y a 3 paramètres qui sont très importants, très couramment utilisés, à savoir le paramètre de position qui est la moyenne et les 2 paramètres de dispersion que sont les écarts types et le coefficient de variation. Alors, lorsque vous regardez la distribution, par exemple, des contrôles, la distribution normale, donc l'ensemble des données va être distribué autour, comme vous le voyez ici, d'une valeur centrale. Donc, pour interpréter ce diagramme, on va se dire que la valeur 6, là, il y a 12% ou bien 12 échantillons qui ont cette valeur 6-là. Ou alors, la valeur 10 que vous voyez ici, donc la mesure 10, il y a 4 échantillons qui ont cette valeur 10. Donc, les mesures de cette distribution normale avec le mode, encore une fois, c'est la valeur qui a le plus grand effectif. La médiane, c'est la valeur qui va permettre de partager la série en 2 parties égales, donc en 2 parties de même nombre d'éléments. Et la moyenne, c'est la moyenne arithmétique des différents résultats. Donc, si l'on revient à notre diagramme, ici, la valeur 6, c'est vraiment la valeur modale, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand effectif qui est le nombre 12. Donc, ça, c'est le mode. Après, la médiane, qui est ici 7, c'est la valeur qui va permettre de diviser la série en 2 parties égales. Donc, 7, ici, on a 6, et là également, on a 6, puisque l'ensemble, c'est égal à 13. D'accord? Donc, ça permet de diviser en 2 parties égales. Et la moyenne ici, ça correspond à la valeur 5. Et donc, la moyenne, c'est la somme de l'ensemble des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Alors, pour justement calculer soit la médiane, le mode, l'écart type et tout cela, il va falloir utiliser des méthodes ou bien des méthodes statistiques, oui, des formules avec différents symboles. Donc, ce signe sigma signifie la somme. Le n, c'est le nombre de mesures. Et vous avez x1 moins xn, donc ça, c'est toutes les mesures, de 1 à n. Par exemple, si l'on a 100 mesures, x1, c'est la première mesure, x2, c'est la deuxième, jusqu'à 100 mesures qui représentent n. Donc, n, c'est en fonction du nombre de mesures que nous allons avoir. Et puis, vous avez le x barré qui représente, x barré ici, qui représente la moyenne. Donc, ce sont les différents symboles que nous allons utiliser pour justement faire le calcul de la moyenne, de l'écart type et également du coefficient de variation, qui sont les différents paramètres qui sont les plus utilisés au laboratoire, surtout en ce qui concerne la gestion des contrôles qualité quantitatifs. Comment calcule-t-on cette moyenne? Donc, la moyenne, c'est la somme arithmétique sur le nombre de valeurs. Donc, ici, la moyenne x bar, c'est la somme de la première mesure jusqu'à la dernière mesure, x1, x2, x3 jusqu'à xn, donc la dernière mesure sur le nombre total de mesures. Donc, ça constitue donc la moyenne. Donc là, c'est un exemple, par exemple, pour un test ELISA, pour le calcul de la moyenne. Lorsque vous testez le contrôle 20 fois sur 30 jours, vous allez enregistrer les valeurs de densité optique et les valeurs des cutoffs pour
chaque mesure. Et puis, vous allez diviser la densité optique par le cutoff. Donc, densité optique sur cutoff pour chaque patient ou bien chaque point ou chaque observation. Et cela permettra de standardiser des données. Et puis après, vous allez additionner les ratios et diviser le nombre de mesures pour obtenir la moyenne. Donc, vous calculez d'abord le ratio, vous additionnez les différents ratios que vous avez pour les 20 passages, et puis vous allez diviser par le nombre de mesures si vous avez mesuré 20 fois. Donc ça, c'est juste un exemple pour étayer la formule que nous venons de voir tantôt. Alors, parfois, les données peuvent avoir ou bien présenter une valeur qui est aberrante, c'est-à-dire qui sort complètement ou bien qui est très loin des valeurs que vous avez, des autres valeurs que vous avez obtenues. C'est ce qu'on appelle le outlier. Donc ici, on voit que l'ensemble des 20 valeurs tourne entre 195, 190, on va dire, jusqu'à 210. Et là, vous voyez que la valeur 10 est une valeur qui est anormalement élevée et voilà, une valeur de 170. Donc ça sort un peu de la moyenne, en tout cas, de ce qu'on devrait avoir. C'est ce qu'on appelle le outlier. Alors, dans une distribution normale, donc la distribution va être symétrique autour de la moyenne. Donc, une distribution normale va être symétrique, comme vous le voyez ici, autour de la moyenne. Et vous allez avoir une courbe en forme caractéristique, en forme de cloche. Et ça, c'est communément ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Donc ça, cette distribution normale est présumée pour toutes les statistiques du contrôle de qualité. Donc normalement, on doit avoir voilà, cette distribution qui va être autour de la moyenne. Donc cette distribution normale, une courbe en forme de cloche qu'on appelle la courbe de Gauss. Alors, on y revient. Le contrôle qualité est utilisé pour vérifier l'exactitude et la précision d'une analyse. Mais c'est quoi l'exactitude et c'est quoi la précision? Et quelle est la différence entre ces deux termes? Alors, l'exactitude, c'est le résultat de mesures qui est le plus proche de la valeur qui est vraie. D'accord? De la valeur qui est vraie. Ou alors, en d'autres termes, c'est la capacité d'obtenir la bonne réponse. Au laboratoire, obtenir la bonne valeur, c'est l'échantillon de patients ou bien échantillon de contrôle. Donc, c'est le fait, la capacité d'obtenir la bonne réponse. C'est ça qui est exact. Par contre, la précision, c'est l'écart ou la fluctuation des valeurs entre elles. D'accord? La précision, en d'autres termes, c'est la capacité d'obtenir la même réponse encore et encore. C'est-à-dire, à chaque passage, on est presque proche de la même réponse. C'est ça la précision. D'accord? Le biais, par contre, c'est la différence entre le résultat attendu de l'analyse et la valeur de référence acceptée. Donc, nous allons voir ça peut-être en image. Ça va vous permettre de mieux fixer. Donc, ici, vous avez sur ce schéma-là, vous voyez que tous les points sont au centre. Donc là, c'est exact parce qu'on a une bonne réponse. C'est précis parce qu'il n'y a pas de grand écart entre les différentes réponses. Ici, c'est précis, mais ce n'est pas exact. Donc là, c'est précis, mais biaisé. C'est précis parce qu'il n'y a pas une grande fluctuation, il n'y a pas de grand écart entre les valeurs, mais nous ne sommes pas dans la cible. Alors ici, ce n'est pas du tout précis. Ce n'est ni exact, ni précis. Ni exact, nous ne sommes pas dans les bonnes zones, ni précis, il y a un grand écart, une grande fluctuation entre les différentes valeurs. Alors, un autre schéma, pour mieux comprendre ces deux termes que sont l'exactitude et la précision,
Donc, le premier, on est exact et précis, nous sommes dans la cible. Là, on est encore exact, mais on n'est pas précis. On est dans la cible, mais il y a un grand écart entre les valeurs. Là, on est précis, pas de grand écart, mais on n'est pas dans la zone d'exactitude. Et le pire scénario pour un laboratoire, c'est de n'être ni exact ni précis. Donc, c'est vraiment ça, il faut vraiment éviter cette situation-là. Donc, exactitude et précision, il y a une nuance qu'il faudra bien comprendre. Alors, lorsque les mesures suivent une loi normale, c'est-à-dire lorsqu'ils sont normalement distribués, la valeur va tomber dans l'intervalle, soit à une déviation standard. Si c'est à plus ou moins une déviation standard, donc là, nous avons la moyenne. Alors, si on calcule l'écart type ou bien la standard deviation, donc là, ici, on est à moins 1S. Là, on est à plus 1S. Là, on est à moins 2S. Là, on est à plus 2S. C'est-à-dire, on fait l'écart type ici, c'est une fois. Là, c'est deux fois l'écart type. Et là, c'est trois fois l'écart type. Donc, écart type, c'est la même chose que standard deviation. Donc là, on est à 3 plus 3 déviations standards. Là, on est à moins 3 déviations standards. Et lorsque nos valeurs sont normalement distribuées ici avec cette courbe gaussienne, lorsqu'on est à plus ou moins une déviation standard, il y a à peu près, comme vous le voyez ici, on est juste dans 68% des cas. Lorsqu'on est à deux déviations standards, comme vous le voyez là, à plus 2 et à moins 1, on est juste dans 95,5% des cas. Et si on est encore à 3 déviations standards, à 3 écarts types, donc là, les valeurs vont se retrouver ici, au niveau de l'aire de la cloche, comme on l'appelle, à 99,7% des cas. Donc ça, c'est une distribution qui est normale. Alors, comment on calcule, après le calcul de la moyenne, comment on calcule l'écart type? C'est la mesure principale de la dispersion qui est utilisée au laboratoire. Mais cette valeur provient d'une première valeur qu'on appelle la variance. Et comme vous le voyez, l'écart type ou standard deviation, c'est la racine carrée justement de la variance. Et comment on le calcule? C'est la somme des différences entre les valeurs obtenues et la moyenne au carré divisé par le nombre de passages ou bien le nombre voilà, de passages, oui, moins 1. Donc ça, c'est la racine. Ça, c'est la formule statistique pour l'écart type. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, 20 valeurs, vous faites la première valeur, par exemple, c'est 10. La moyenne, par exemple, c'est 9. Vous faites 10 moins 9. Plus la deuxième valeur, moins la moyenne, plus la troisième valeur, moins la moyenne. Après, vous avez une valeur et vous additionnez toutes les valeurs obtenues et vous mettez ça au carré et vous divisez par le nombre total de valeurs obtenues, moins 1. Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'écart type. Donc, c'est ça la formule statistique. C'est la somme des carrés des distances entre les valeurs obtenues et la moyenne sur n-1, c'est-à-dire le nombre total de passages ou bien le nombre total de votre série moins 1. Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'écart type. Et puis, l'autre paramètre de dispersion important, c'est le coefficient de variation. Ce coefficient de variation est exprimé en pourcentage de la moyenne. Et le coefficient de variation se calcule en faisant l'écart type ou le standard deviation sur la moyenne, c'est-à-dire x bar, que multipliant et vous allez avoir le résultat en pourcentage. Et le coefficient de variation est utilisé pour contrôler la précision, pour comparer des méthodes. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous changez d'appareil, vous allez calculer le coefficient de variation pour voir si le nouvel appareil que vous avez est aussi précis que votre ancien appareil, par exemple. Et le coefficient de variation, idéalement, est inférieur à 5%. Et on l'utilise très souvent pour
voir la différence entre deux méthodes, par exemple, qui sont utilisées pour un même test. Donc, idéalement, le coefficient de variation doit être inférieur à 5%. Alors, maintenant que vous connaissez les différents tests statistiques que l'on utilise pour l'évaluation des contrôles, à savoir la moyenne, l'écart type et également le coefficient de variation pour contrôler ou bien pour voir la précision des différentes méthodes que vous utilisez. Vous allez voir maintenant comment vous allez utiliser ces informations du contrôle. Vous allez l'utiliser en vous aidant de ce diagramme qu'on appelle le diagramme de Levy-Jennings. C'est la représentation graphique des intervalles des valeurs du contrôle. Donc, chaque valeur de contrôle que vous allez obtenir, il faut la poser sur ce diagramme de Levy-Jennings. Et en fonction du comportement justement de ce contrôle, vous allez vous dire, ah, ça c'est normal, j'accepte, ah, ça c'est pas normal, il va falloir que je recherche la cause et que j'essaie de corriger cette cause-là. Donc, pour le contrôle qualité quantitatif, vous dosez le contrôle au moins 20 fois sur 20 à 30 jours. Ça, c'est déjà dit. Il faut s'assurer que les variations liées aux fluctuations sont représentées et vous allez calculer la moyenne, mais vous calculez également l'écart type à plus ou moins 1, plus ou moins 2 et plus ou moins 3. Et vous allez représenter ça sur votre papier millimétré et vous allez obtenir votre diagramme de Levy-Jennings. Donc ici, la moyenne est de 190,5. Donc là, vous tirez un trait sur la moyenne. Donc ça, c'est la moyenne. Vous allez calculer votre écart type. Donc là, l'écart type sur cet exemple est égal à 2. Donc là, on est à plus 1 déviation standard. Standard deviation. On est à plus 1 écart type. Donc, ce qui nous ramène à la valeur de 192,5. Là, on ajoute encore 2. On est à plus 2. On est à 194,5. Et là, on ajoute encore 2, ce qui fait 6. Donc, on est à 96. Donc, on est à plus 1 ici. On est à plus 2 et on est à plus 3. Et on fait la même chose, mais en diminuant. Là, on est à moins 1, on enlève 2. Donc ici, l'écart type, c'est de 2. On enlève 2, on est à 88. On enlève encore 2 et on enlève encore 2. Là, on est à moins 1, moins 2 et à moins 3. Bien. Alors, à chaque fois que vous obtenez justement un résultat de contrôle, vous allez mettre le résultat que vous avez obtenu. Donc, le premier passage ici, par exemple à J1, vous êtes à 192,5. À J2, vous êtes proche de la moyenne. Ou bien un autre, là, à J2, vous êtes à un peu entre moins 2 et moins 3. Là, vous êtes un peu proche de la moyenne. Donc, c'est comme ça que vous faites sur les 20 fois que vous allez passer au moins en 30 jours. Et en fonction des résultats que vous allez obtenir, il y a des règles qu'il faut justement intégrer pour pouvoir interpréter justement le comportement des contrôles. Donc, l'interprétation, justement, dépend du nombre de contrôles que vous passez avec des échantillons de passage du patient. Alors, c'est bon si vous avez un seul niveau de contrôle, donc vous acceptez les résultats si le contrôle est plus ou moins dans 2 déviations standards, à moins d'avoir un déplacement ou une tendance. On va revenir sur ces termes. Alors, c'est encore mieux si vous avez 2 niveaux de contrôle. 2 niveaux de contrôle, même un niveau de contrôle, il faut appliquer des règles de Westcar qui vont vous permettre de savoir est-ce qu'il faut accepter le contrôle suivant le comportement qu'on vous a posé sur votre graphique de Levy-Jennings. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous n'allez pas accepter ce contrôle? Les erreurs qui vont être détectées à l'issue de cela, il peut s'agir de ce qu'on appelle les erreurs aléatoires. Ça, c'est la dispersion des résultats du contrôle qualitatif sans motif. Une seule cause de réjection si c'est en dehors de 2 déviations standards, en dehors de plus ou moins 2 déviations standards. L'erreur est systématique. Cette erreur systématique n'est pas du tout acceptable. Là, il va falloir rechercher la cause de l'erreur et corriger cette erreur. Alors, les exemples d'erreurs systématiques, c'est le déplacement,
on dit qu'il y a déplacement. Lorsque le contrôle est du même côté de la moyenne pendant 6 jours qui sont consécutifs. Donc, pendant 6 jours, au lieu d'avoir des valeurs qui sont différentes, qui sont de part et d'autre de la moyenne, vous allez avoir les mêmes valeurs qui sont toujours au-dessus de la moyenne, par exemple, pendant 6 jours. C'est ce qu'on appelle un déplacement. La tendance, c'est lorsque le contrôle va se déplacer dans une seule direction et se dirige vers une valeur. C'est comme si c'était en train soit de faire une montée ou alors de faire une descente. C'est ça qu'on appelle la tendance. Donc ici, en image, regardez, ça c'est un déplacement. Vous avez votre moyenne, vous avez l'écart type, 1S, 2S, 3S et moins, moins. Et là, on voit que pendant plusieurs jours consécutifs, vous avez vos valeurs de contrôle qui sont du même côté de la moyenne. Parce que idéalement, on devrait retrouver les contrôles soit en haut, soit en bas. Donc, c'est ça la fluctuation normale. Mais le fait de retrouver pendant plusieurs jours ces mêmes valeurs, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est ce qu'on appelle la tendance. Le déplacement plutôt. C'est ce qu'on appelle le déplacement, autant pour moi. Alors, la tendance, c'est plutôt ça. Donc, ici, sur plusieurs jours, on voit qu'on est plutôt en train d'avoir une montée. Voilà, les contrôles sont non seulement du même côté de la moyenne, mais à chaque fois, on a une augmentation petit à petit, ça progresse. C'est ça qu'on appelle la tendance. Et on peut avoir cette tendance soit qui est positive ou alors une tendance qui est négative, c'est-à-dire on aurait pu également retrouver ces valeurs qui font comme ça et qui descendent. On a l'impression qu'ils veulent rejoindre une valeur particulière ici en dehors. C'est ce qu'on appelle la tendance et qui font partie des erreurs systématiques qu'il faut corriger. Alors, qu'en est-il de la mesure de cette incertitude? Alors, l'intervalle de valeur dans lequel la valeur vraie varie peut raisonnablement se trouver. C'est estimé à un niveau de confiance de 95%. Ce qui veut dire que plus la méthode est précise, plus fiable est la quantité de dispersion dans l'intervalle de confiance de 95%. Et dans la plupart des cas, lorsque l'intervalle est compris entre deux déviations standards plus 2S et moins de 2S, souvent c'est accepté comme la mesure de l'incertitude et c'est expliqué par ce qu'on appelle la fluctuation aléatoire. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous faites vos valeurs de contrôle et que vous représentez justement sur votre diagramme de Levi-Jennings, donc vous pouvez accepter les valeurs qui sont de part et d'autre de la moyenne jusqu'à 2 déviations standards en haut et 2 déviations standards en bas. Donc ça, c'est accepté comme mesure de l'incertitude et c'est expliqué encore une fois par la fluctuation aléatoire. Par contre, si vous avez un contrôle qualité qui est hors contrôle, là, vous arrêtez les analyses. C'est stop direct. Vous arrêtez stop direct. Donc là, il va falloir identifier et corriger le problème. Vous allez également repasser les échantillons de patients et les contrôles après avoir corrigé le problème. Mais entre-temps, vous ne faites pas de compte rendu des résultats. Tant que le problème n'est pas résolu, tant que ce n'est pas revenu à la normale et que les contrôles sont corrects, vous ne pouvez pas rendre des analyses, vous ne pouvez pas faire ces analyses-là. Donc, vous arrêtez et vous regardez c'est quoi le problème et vous essayez de résoudre ce problème. Donc ça, c'est un arrêt net, stop, net, ne pas passer et essayer de trouver où est le problème. Résoudre justement ces problèmes passe d'abord par l'identification. Et souvent, je vous assure que ce n'est pas quelque chose de simple. Vous pouvez passer un contrôle et vous avez le contrôle qui sort complètement du diagramme. Donc là,
Souvent, on recherche si on n'a pas fait d'erreur de pipetage. Bon, souvent, ce n'est pas des conditions environnementales parce qu'on a l'habitude de travailler dans le même environnement, ou alors on regarde est-ce que l'appareil fonctionne bien, est-ce que voilà, il n'y a pas de panne d'électricité, de fluctuations, est-ce que la calibration est encore valable, etc., etc. Et souvent, il arrive qu'on ne trouve pas de solution. Mais dans tous les cas, il faut consigner cela et dans tous les cas, il faut essayer de résoudre ce problème, quitte à changer de contrôle et de refaire un autre contrôle, de reconstituer un autre contrôle et de refaire pour que ce soit dans les valeurs acceptables pour que l'on puisse passer la série. En tout état de cause, encore une fois, il faut se référer aux lignes de conduite et les procédures pour les actions correctives. L'action corrective, je le répète, c'est quand l'erreur est là et que vous trouvez une solution pour que l'erreur ne se répète pas. Donc, il faut avoir à l'esprit les différents scénarios auxquels vous pouvez être confronté et quand ce scénario-là se présente, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger et tout cela, il faut que ça soit formalisé, écrit et que ça fasse partie de la documentation du laboratoire. Les problèmes qui sont possibles, justement, pour que qu'on contrôle soit hors contrôle, c'est la dégradation des réactifs ou des kits. Et ça, dans notre contexte, c'est souvent une conservation qui ne se fait pas de façon optimale. Soit les frigos, c'est des frigos de maison, soit on ouvre tout le temps, soit la température n'est pas maîtrisée, soit il y a des coupures d'électricité, etc. Donc, c'est autant de problèmes auxquels on peut être confronté et qu'il faut apprendre également à maîtriser. On peut avoir la dégradation du matériel de contrôle, par exemple, un mauvais stockage de ce matériel de contrôle peut entraîner une dégradation du matériel de contrôle. L'erreur de manipulation de l'opérateur, oui, surtout s'il s'agit des erreurs de pipettage, au lieu de mettre un, on met deux parce que on est trop, on est concentré ailleurs, parce qu'on a la tête ailleurs, parce qu'il y a son téléphone qui sonne. Attention au téléphone, attention aux réseaux sociaux également qui parasitent vraiment notre façon de travailler. Donc, il faut une concentration lorsque nous sommes au laboratoire et qu'on manipule justement. Donc, les erreurs de manipulation peuvent être maîtrisées si la personne qui manipule est une personne quand même qui est très, très concentrée. Le défaut de suivi des instructions du fabricant. Alors là, c'est très important. Je donne l'exemple des contrôles en numération. Les contrôles de numération, par exemple, vous savez que c'est du sang, c'est souvent du sang qui n'est pas du sang humain. C'est du sang qui a été euh, fabriqué pendant plusieurs semaines pour permettre la stabilité des différents éléments figurés du sang. Et souvent, ça dépend des fabricants. Il y a certains fabricants qui demandent de remuer vigoureusement le tube avant le passage du contrôle, de mettre à température ambiante avant le passage du contrôle. Donc, si vous sortez du réfrigérateur et vous mettez direct, donc vous ne suivez pas les instructions du fabricant. Donc, pour chaque type de contrôle, il faut regarder ce que le fabricant nous dit par rapport à la reconstruction, par rapport au stockage, pour s'assurer d'éviter justement ces problèmes superflus. Le manuel de procédure peut être dépassé, obsolète, donc il faut des révisions quand vous mettez en place des procédures. Au bout d'un certain temps, il faut vous dire, on va revoir ces procédures, on va se rasseoir et regarder encore la procédure, voir s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, s'il y a des choses qui peuvent être changées, même si vous ne changez rien. Au moins, il faut des révisions périodiques des procédures pour être sûr que vous avez quand même regardé pour voir est-ce qu'il y a un souci ou pas. Le défaut de l'équipement. Donc, défaut de l'équipement, ça peut être plusieurs choses. Donc, dans notre contexte, des coupures itératives, des coupures d'électricité, un défaut d'entretien, je ne sais pas, il y a beaucoup, ou bien tout simplement une panne parce qu'il y a un élément dans l'appareil qui ne fonctionne plus, etc., etc.
ou alors l'erreur de calibration. Parce que si la calibration n'est pas correcte, le contrôle derrière peut donner des résultats qui ne sont pas interprétables ou bien qui ne sont pas en tout cas adéquats pour le passage des échantillons qui vont arriver. Donc, en résumé, un programme de contrôle qualité des tests quantitatifs est essentiel et il devrait contrôler tous les tests quantitatifs, posséder des lignes de conduite et des procédures écrites suivies par le personnel. Le PDCA, on écrit ce que l'on fait et l'on fait ce que l'on écrit. Encore une fois, posséder des lignes de conduite, posséder des procédures, former le personnel et que ce personnel-là suive ce qui a été écrit dans les procédures. Il faut avoir un responsable qualité, quelqu'un qui contrôle et qui révise les données du contrôle de qualité. Parce que souvent, dans les laboratoires, on est dans X mille choses. Donc, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui suit ça de près comme du lait sur le feu. Parce que c'est de ça que vont dépendre les résultats que nous fournissons, que nous donnons aux cliniciens. Il faut utiliser une analyse statistique et conserver de bons enregistrements. Il faut tout enregistrer, ce qu'on fait, tout enregistrer, tout archiver. S'il y a un problème, on va se dire, ah, on va aller là-bas pour voir parce que c'était déjà enregistré quelque part. Il faut mener à bien des actions correctives et la résolution de problèmes. Donc, normalement, lorsqu'on cherche des erreurs et qu'on les trouve, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire il faut écrire, formaliser ce qu'il faut faire en cas, lorsqu'il y a une erreur, il faut en tout cas corriger avant de clore le dossier. Donc vous ouvrez, un dossier et puis après, vous apportez des actions correctives. Il faut faire ceci, il faut faire ça. Vous le formalisez ou bien vous la posez sur une procédure et après, on avance. Take home message, les messages clés. Un programme de contrôle qualité permet au laboratoire de différencier les fluctuations normales des erreurs. Parce qu'il y a une fluctuation normale, on l'a dit, entre plus ou moins 2 déviations standards, on accepte. Mais Westgard dit qu'au-delà de 3S, là, on ne peut pas accepter. Donc, ce n'était pas l'objet de cet enseignement, certes, mais il faut jeter un coup d'œil sur les règles de Westgard pour savoir qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter. Lorsqu'il y a telle ou telle situation qui se présente, comment on doit faire pour corriger. Donc, un contrôle qualité va contrôler l'exactitude et la précision des analyses du laboratoire. Encore une fois, exactitude et précision. Et les résultats des patients ne devraient jamais être rendus, jamais, never ever, si les résultats du contrôle qualité pour l'analyse en cours ne correspondent pas aux valeurs cibles du laboratoire. D'accord? Donc, avant de rendre les résultats, il faut s'assurer que le contrôle qualité est dans les normes, que ça a été bien passé, que la valeur obtenue a été la valeur attendue, parce que ça permet justement le contrôle qualité, encore une fois, de contrôler tout le processus analytique. Je dis bien le processus analytique, ce qu'on fait au moment de l'analyse analytique. Ça n'a rien à voir avec les étapes préanalytiques. Donc voilà, merci à tous. Nous sommes arrivés au terme de cet enseignement sur le contrôle qualité des analyses quantitatives. Voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre après par mail. Merci de votre attention et au revoir. Thanks so much, Abby. I think you're good. Okay, I'm good. All right, bye-bye. Thank you. You can stop the